Bonjour et bienvenue sur True Crime. En 2008, près de Nantes, une concierge organise l'assassinat de son mari, qu'elle décrit soi-disant comme violent. Sacrément endettée, elle promet 30 000 € à deux sans-abri, deux SDF rencontrés comme cela dans la rue. Et lorsqu'il descend dans la cave, il est poignardé à 17 reprises. En 2008, Pascal, un gardien d'immeuble, est sauvagement agressé dans une cave alors qu'il répare une fuite d'eau. L'homme reçoit plusieurs coups de couteau, mais survit et parvient à regagner son domicile. Une enquête est ouverte et les policiers finissent par retrouver les agresseurs du gardien. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais les enquêteurs vont découvrir qu'il ne s'agit pas d'une banale agression, mais d'une véritable tentative de meurtre commanditée par une personne très proche de Pascal. Alors, qui se cache derrière cette agression? Et quelle personne de son entourage aurait pu profiter de sa mort? Elle aurait touché en tout, avec 4 assurances vie, 124 000 €. Ce qui n'est pas une petite somme, ce qui devient déjà beaucoup plus conséquent. Nous sommes en 1982, dans le nord de la France, à Boulogne-sur-Mer. C'est ici que Stéphanie, 15 ans, fait la connaissance de Pascal, 25 ans. Et entre eux, tout va très vite. À Boulogne-sur-Mer, tout se passait bien, on était, semble-t-il, assez heureux, quoi. Il n'y avait pas de soucis entre les membres de ma famille ou quoi. Enfin... Mon père vendait des légumes et ma mère faisait de l'assistance à la personne. La famille vit très modestement et leur situation va se dégrader petit à petit à cause des problèmes d'alcool de Pascal. Ce qui se passe, c'est que l'époux sombre dans un alcoolisme chronique. Elle lui reproche de s'adonner à des jeux d'argent. Et puis, il y a des actes de violence qui sont perpétrés, qui sont posés. Il va même, à un moment donné, jusqu'à lui casser le nez. Il y a au cœur de cette histoire de couple un alcoolisme qui est vraiment très présent de la part de monsieur, qui n'est pas contesté par personne quant à sa régularité, quant à son ampleur, quant à ses effets, et notamment par rapport aux violences que ça génère de la part de monsieur sur madame. Mais en 1998, à la naissance de son dernier fils, Pascal décide de se ressaisir. Il s'en sort tout seul. Il n'engage pas de traitement médical, il ne fait pas de cure de désintoxication. Elle l'accompagne activement là-dedans. En 98, dès mon arrivée, tout a changé, quoi. Il a changé de comportement, il a arrêté l'alcool, voilà, quoi, il a reconnu ses erreurs et puis tout a changé pour lui, quoi. Presque 10 ans plus tard, en 2006, Pascal semble être guéri. Le couple décide alors de changer de vie et part s'installer à Nantes avec ses enfants. Et la chance leur sourit. Dans une copropriété du cœur de la ville, un syndic cherche à recruter un couple de concierges. C'était le couple qui avait le moins de chances de
d'être élus, puisqu'ils avaient des enfants et on ne voulait pas d'enfants dans la copropriété, puisque la loge n'était pas prévue pour ça à l'époque. Mais après audition, c'était vraiment les meilleurs choix à faire et on n'a jamais regretté notre choix au niveau de la copropriété. Ils sont extrêmement appréciés parce que c'est des gens qui sont très travailleurs. C'est des gens qui ne rechignent pas à l'effort, c'est des gens qui ne rechignent pas aux amplitudes horaires, c'est des gens qui sont extrêmement serviables. Tous les matins, moi, quand j'allais au boulot, il m'attendait devant la porte de mon garage. Il me disait, vous inquiétez pas, monsieur Rabadan, il y a le plombier qui vient aujourd'hui, je vais m'en occuper, machin. Toujours prêt à rendre service et à faire son boulot, quoi. Lui, c'était quelqu'un qui avait toujours peur de ne pas en faire assez. Épanoui dans le travail et heureux en famille, le couple semble avoir réussi son nouveau départ. Bah, leur relation à Nantes, elle me semblait normale, quoi, comme un couple qui s'aime, qui est heureux d'avoir du travail, d'avoir un bel appartement, tout ça, quoi. Avoir de la reconnaissance aussi des locataires. Les choses se passent plutôt bien pour le couple, même s'ils n'ont pas des revenus mirobolants. Mais il y a plus que 2 bouches à nourrir dans la famille, puisque les autres enfants n'habitent plus avec leurs parents. Je pense qu'ils devaient toucher 1 250 €, quelque chose comme ça. Pour l'époque, ils avaient un salaire correct, entre guillemets. Et pourtant, le 20 mars 2008, en fin d'après-midi, la vie de cette famille va basculer pour une banale histoire de fuite d'eau que Stéphanie a demandé à son mari de réparer. Et donc, il y va, il descend l'escalier, et effectivement, il y a de l'eau sur le sol. Et au moment où il va descendre les marches qui mènent à cette cave, après avoir trouvé étonnamment cette porte ouverte, il va se faire agresser par 2 personnes, 2 hommes. Le plus grand, il va lui asséner plusieurs coups de couteau, après ou en même temps que le plus petit lui assène des coups de poing. Ce qui sont des coups extrêmement graves, extrêmement hémorragiques, dira le médecin légiste, mais qui directement ne le tuent pas. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, Pascal réussit à s'extirper de ce guet-apens. C'est un homme qui était tout à fait capable d'un sursaut extraordinaire, de se défendre. Non, il a une énergie impressionnante pour un petit bonhomme comme ça. Hein. Il va réussir à se sortir, après avoir déchiré son chandail pour s'extirper de la prise de ces 2 jeunes hommes qui sont plus jeunes que lui. Et il va comme ça réussir à rejoindre le domicile familial où il va expliquer à sa femme qu'il vient de se faire agresser. Quand il revient chez lui, il est couvert de sang, il ne comprend pas ce qui s'est passé. Et c'est sa femme elle-même qui va appeler les secours, qui va appeler les pompiers pour le faire soigner. Les pompiers vont venir le secourir rapidement, ce qui va aussi faire que l'hémorragie n'aura pas une issue fatale, alors que les blessures étaient très sanglantes et que s'il était tombé dans la cave, si on l'avait laissé dans la cave, peut-être là serait-il décédé. Son instinct de survie et sa combativité permettent à Pascal de s'en sortir. Les 2 agresseurs dans la cave ont raté leur coup et ils s'enfuient dans la cave, non sans laisser des traces que les enquêteurs vont pouvoir ensuite identifier, mais ils s'en vont immédiatement et ils ont fait chou blanc, quoi. Mais alors, qui sont ces 2 inconnus qui s'en sont pris à Pascal? Pourquoi lui ont-ils tendu cet étrange guet-apens? Serait-ce pour une histoire d'héritage? À Nantes, en mars 2008, alors que Pascal se remet de ses blessures à l'hôpital, la police se saisit dans l'enquête. Les enquêteurs vont déterminer assez rapidement l'horaire de l'agression grâce à l'appel aux pompiers, à l'horaire de l'appel aux pompiers. Et avec cette information, ils vont récupérer les bandes de vidéosurveillance des rues et du quartier aux alentours. Et ils vont assez vite identifier sur ces bandes de vidéosurveillance 2 hommes
Très vite, on tombe sur des descriptions de signalements qui correspondent à des gens qui seraient des gens qui traîneraient dans le centre-ville de Nantes, place du commerce, plus exactement, des SDF. Mais pour les enquêteurs, la thèse de l'agression gratuite ne tient pas. Ce qui permet aux policiers de se rendre rapidement compte que ce n'est pas un hasard, c'est les ampoules enlevées, l'eau qui a été répandue et le côté complètement guet-apens en bas des marches, dans un local, etc. etc. Il y a toute une idée qui fait que ce n'est pas un rôdeur de passage qui commet ça, mais qu'on est sur une tentative d'assassinat réellement préméditée. La première chose qu'on fait dans ce genre d'enquête, c'est une enquête de voisinage et elle donne tout de suite des résultats parce que des voisins disent que la femme du mari leur a proposé d'agresser le mari moyennant finance. Dès le lendemain de l'agression, Stéphanie, la femme de Pascal, est donc convoquée au commissariat. Il la place en garde à vue et elle avoue très vite qu'effectivement, c'est elle qui a recruté ces deux personnes. Nous revenions des courses en voiture et en rentrant dans la copropriété, on a été arrêtés par un copropriétaire qui nous a dit que la gardienne était en garde à vue, que c'était elle la coupable et que là on est tombés des nues, quoi, hein, on s'y attendait pas du tout. Quand ma sœur est venue me récupérer à l'école le vendredi, elle m'a expliqué qu'il s'était passé quelque chose de grave, que mon père n'était pas dans un très très bon état de santé, que ma mère avait fait une connerie. Grâce aux aveux de Stéphanie, la police de Nantes ne tarde pas à retrouver les deux agresseurs. Ils auraient pu partir à quelques kilomètres de Nantes ou même prendre un train. Rien de tout cela ne va arriver. Tout le monde est dans une forme d'inconscience totalement hallucinante. Parce que figurez-vous que ces deux garçons ne vont pas non plus nier du tout les choses. Et le récit de ces SDF va permettre de reconstituer rapidement le déroulement des faits. Si le contexte n'était pas aussi dramatique, on en sourirait de ce recrutement tant il est incroyable, puisque c'est sur une place de la ville que madame va taper sur l'épaule d'un premier garçon qui va en appeler un second pour savoir s'il ne serait pas d'accord pour donner une bonne rouste, sinon plus au mari de l'accusé. D'emblée, elle leur déclare que, vu qu'ils sont SDF, ils n'ont pas de moralité, ils ont forcément besoin d'argent, et elle leur propose de l'argent, une somme importante, 30 000 €, si ils suppriment son mari. Ils demandent un acompte, mais ils demandent 100 € d'acompte chacun, ce qui est une somme presque ridicule. Les policiers comprennent que Stéphanie a échaudé un plan bien précis pour une agression dans une cave. Elle a enlevé des ampoules qui permettaient d'éclairer la cage d'escalier menant à la cave. Elle va même jusqu'à répandre un peu d'eau pour faire croire à une fuite. Elle leur dit de se cacher en bas de l'escalier pour pouvoir, lorsqu'ils descendraient changer l'ampoule, l'agresser. La femme dit qu'elle, c'était juste une correction contre son mari. Les deux agresseurs, eux, disent que c'était bien pour tuer le mari. Donc il y a deux versions qui s'opposent. Le soir même, ils ont un contact téléphonique avec l'épouse de la victime, dont ils diront au cours de l'enquête qu'elle leur reproche de ne pas avoir réussi dans la mission qu'elle leur avait confiée. On est vraiment sur un coup de fil d'une donneuse d'ordre qui n'est pas satisfaite de la façon dont la mission a été exécutée. Pascal est à l'hôpital. Et lorsqu'il apprend que c'est sa femme Stéphanie qui aurait commandité son agression, il s'effondre. Il est passé par plein de stades, une stupéfaction complète, une colère immense, une dépression cataclysmique. Quand j'ai vu mon père sur son lit d'hôpital, j'ai fondu en larmes. Il avait des bandages partout, il bougeait pas, le seul regard qu'il m'a lancé, il a explosé en sanglots. Alors, pourquoi Stéphanie a-t-elle voulu supprimer son mari?
Y aurait-il des motivations financières derrière cette agression? Et que vont découvrir les enquêteurs sur cette femme, a priori sans histoire? À Nantes, l'enquête sur l'agression de Pascal, un gardien d'immeuble, se poursuit. Sa femme a avoué avoir payé 2 SDF pour supprimer son mari. Les enquêteurs cherchent désormais à comprendre quelles étaient les motivations de cette femme, a priori sans histoire. L'hypothèse la plus fréquente, c'est évidemment la vénalité. Donc ils vont se demander s'il n'y a pas des considérations financières. Et ils vont s'apercevoir que récemment, elle a pris une assurance vie de 10 000 euros. Stéphanie avoue avoir contracté non pas 1, mais 4 contrats d'assurance vie sur la tête de son mari et à son insu. Donc elle aurait touché en tout, avec 4 assurances vie, 124 000 euros. Ce qui n'est pas une petite somme, ce qui devient déjà beaucoup plus conséquent. Mais ce n'est pas tout. La police découvre que Stéphanie aurait également emprunté de l'argent à ses voisins. Elle se lance dans une espèce de course folle à l'emprunt. Elle va invoquer des prétextes un peu délirants sur des besoins d'argent pour financer des voyages ou des traitements. On totalise quand même 15 000 euros d'emprunt dans cet immeuble, c'est pas rien. 15 000 euros, auxquels s'ajoutent des emprunts récurrents à ses 2 aînés. Elle a emprunté de l'argent à une de ses filles, qui a été interdit bancaire à la suite de cet emprunt parce qu'elle n'a jamais pu rembourser. Et puis c'est pareil pour le garçon, un de ses garçons. Elle avait aussi emprunté de l'argent et le garçon n'en a jamais revu la couleur. Stéphanie aurait même utilisé sa fille cadette pour se procurer de l'argent. Il y aurait une fille qui aurait, sous les ordres de sa mère, commis des vols dans la résidence, des vols de cartes bancaires notamment, et de vols d'argent, du cash. Il y a un rapport à l'argent qui est assez maladif, une forme d'avidité, toujours sur des petits montants, mais un besoin constant d'avoir de l'argent et cette idée finalement qu'elle n'a pas le train de vie qu'elle mérite. On ne sait pas ce qu'elle a fait de cet argent, qu'est-ce qu'elle a dépensé, est-ce qu'elle a fait des achats, est-ce qu'elle aurait pu le planquer ailleurs, on n'en sait rien. Donc l'hypothèse qui transparaît le plus dans le dossier, mais qu'elle a toujours contestée, c'est qu'elle joue. Et qu'elle perd. Et qu'elle est obligée d'être dans des situations d'endettement liées à cela. Des dettes que Stéphanie accumulerait donc depuis plusieurs années à l'insu de son mari. Et en remontant le fil de la vie de ce couple, les policiers vont faire une découverte surprenante. Ce que l'enquête démontrera, c'est qu'elle n'en est pas à son coup d'essai, en réalité. Et qu'elle a, depuis plusieurs années, nourri cette idée de ce qu'il fallait que son mari meure. Ça faisait plusieurs années que l'épouse de monsieur mettait dans sa nourriture des antidépresseurs ou des calmants réduits en poudre. Des produits qu'elle volait chez les personnes dont elle avait la charge du logement en tant que concierge. Il y aurait eu des tentatives d'empoisonnement par le passé, avec, aussi incroyable que cela puisse paraître, avec de la mort au rat. Aujourd'hui, Romain, le fils du couple, se souvient de cette époque où son père se plaignait de douleurs. Quand je lui ai apporté son café en début d'après-midi, tout allait bien, tout nous semblait normal. Par contre, c'est quand ma mère lui apportait son café ou un gâteau ou quoi, mon père se plaignait de douleurs, qu'il se sentait mal, un peu vaseux. Mais ce n'est pas tout. Stéphanie ne se serait pas contentée d'empoisonner son mari. Depuis presque 10 ans, elle aurait déjà recruté des gens pour tuer Pascal
afin de toucher les assurances-vie. Et ce, bien avant l'agression dans la cave du 20 mars 2008. On s'aperçoit aussi qu'il y a encore une tentative de meurtre qui a été organisée par la femme. Elle aurait donc trouvé quelqu'un et lui aurait proposé 30 000 euros. Mais la personne va trouver ça tellement bizarre qu'elle ne va pas donner suite. On sait par les SDF qu'elle avait déjà essayé de recruter un SDF sur Nantes, mais qu'il avait empoché l'argent sans se rendre au rendez-vous. Donc elle a essayé à plusieurs reprises et de plusieurs manières différentes de passer à l'acte. Et à chaque fois, ça a été, et heureusement pour lui, un échec. L'épouse de monsieur a découvert à de multiples reprises qu'il est en pratique très difficile de recruter un véritable tueur à gages. Désormais, la police dispose d'assez de preuves pour mettre en examen Stéphanie. Mais la gardienne continue de nier et campe sur la version selon laquelle elle aurait simplement voulu effrayer son mari pour se venger des années difficiles. Elle est donc mise en examen pour complicité d'assassinat par instigation et placée en détention provisoire dans l'attente de son procès. Alors Stéphanie avouera-t-elle au procès avoir voulu tuer Pascal pour toucher les assurances-vie estimées à 124 000 euros? Quelle peine encourt-elle? Et qu'adviendra-t-il de cet héritage? En février 2010, soit 2 ans après l'agression de Pascal dans une cave, s'ouvre le procès de sa femme Stéphanie au tribunal de grande instance de Nantes. Stéphanie est accusée d'avoir commandité l'agression de son époux Pascal pour toucher 124 000 euros d'assurance-vie. Je crois qu'elle a peur à ce moment-là. Elle arrive avec son petit gilet en laine, elle est très tendue, très dans le contrôle. Quand j'ai vu ma mère arriver à l'audience avec les 2 agresseurs, j'étais impressionné parce qu'on voit sa mère arriver avec des policiers menottés entre deux hommes qui aussi étaient là pour tuer mon père. Et dès le début de l'audience, survient un coup de théâtre. Stéphanie reconnaît avoir voulu donner plus qu'une simple correction à son mari. Le premier jour du procès, elle reconnaît la tentative de meurtre parce qu'elle a bien compris que ce procès, c'était une épreuve de vérité. Le fait que le premier jour des débats, elle reconnaisse l'intention homicide a été effectivement une surprise. Une bonne surprise, pourrait-on dire, mais c'était le minimum qu'on pouvait attendre d'elle. À la barre, la mère de famille s'adresse à Pascal. Elle lui demande pardon à lui, elle demande pardon à ses enfants. Elle est vraiment touchante à ce moment-là parce que ça va durer 4 jours et qu'il faut tomber les masques. Et à ce moment-là, elle dit à son mari qu'elle l'aime. Des mots d'amour qu'elle n'a eu de cesse d'écrire durant l'instruction. Elle va écrire à ses enfants, elle va écrire à son mari pour lui demander de la pardonner. Donc on recevait effectivement des courriers avec des petits cœurs, avec des je t'aime, etc., etc. Là encore, des courriers très naïfs. Quand on regardait la teneur des courriers, il y avait un gouffre énorme entre les 2 personnalités qui s'exprimaient alors. Les avocats de la défense vont alors jouer cette carte. Celle d'une femme qui, tout en aimant toujours son mari, rêvait d'une autre vie. Vous savez, on est en matière humaine, c'est jamais binaire. Donc elle peut tout à la fois se rêver femme libre, autonome, émancipée, et puis nourrir à tout le moins de l'affection, voire de l'amour. Je trouve que c'est une Madame Bovary des cages d'escalier. La défense s'appuie également sur les difficultés traversées par le couple à l'époque où Pascal était alcoolique et battait sa femme. Mais pour les jurés,
il ne s'agirait pas d'une vengeance, mais bien d'une tentative de meurtre crapuleuse pour toucher l'héritage. Ce qui a posé problème dans la posture de madame, c'est que toutes les difficultés dont elle faisait état auraient pu se régler par un divorce. 20 ans après, pour moi, ça n'a aucun sens qu'elle emploie le mot de vengeance ou quoi au tribunal. Pour avoir commandité l'agression de son mari, dans le but de le tuer, Stéphanie encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Et après plusieurs heures de délibéré, le verdict tombe. Elle est condamnée à 18 ans de réclusion criminelle. Pour mon client, le verdict a été vécu comme un soulagement parce que le processus judiciaire, sauf appel, s'arrêtait et il n'y a pas eu d'appel. En 2015, après avoir passé 7 ans derrière les barreaux, Stéphanie bénéficie de remises de peine et obtient une liberté conditionnelle. Pascal, de son côté, est retourné vivre dans le Nord avec ses enfants. Le mari va mettre du temps à demander le divorce. Il hésite, il est encore un petit peu amoureux de sa femme, et puis finalement, il va nous faire une demande de divorce pour ne plus jamais entendre parler de sa femme qui a voulu le tuer. La dernière fois que j'ai vu ma mère, il me semble que c'était en 2012 ou 2013. Lors d'un parloir, une visite habituelle où je lui ai dit clairement ce que je pensais, quoi. Et après, on a coupé contact. Je prends beaucoup l'exemple de mon père aussi, parce que il s'est battu pour moi. Je me suis battu pour lui, enfin, on s'est battu l'un pour l'autre pour se relever, pour être ici aujourd'hui, quoi. Quant aux contrats d'assurance vie qui ont déchiré cette famille, ils ont finalement été annulés. Les sommes possibles en cas de décès n'ont évidemment pas été versées, donc ça reste une opération nulle pour madame.